de l'ordre de l'hébergement. C'est quoi pour nous? Ces trois principes sont créer des liens personnels, répondre aux sillons et faire vivre une expérience inoubliable. Très, très important, c'est s'adapter au changement du secteur hôtelier avec l'aide des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc, nous avons un système qui s'appelle GXP. C'est un système qui nous permet à l'hôtel de mettre tout ce qu'il y a sur le profil d'un client pour élever l'expérience du client. On a aussi la MSC App, c'est ce qui veut dire Meeting Service App. C'est une plateforme, un programme digital qui permet l'organisateur, les employés d'être en contact, comme celle dans cette salle, immédiatement avec ses besoins. Ça, c'est ça. Donc, j'ai fait 4 minutes. Je vous remercie sincèrement. Avant de vous laisser partir, puisqu'elle a bien géré son temps, est-ce qu'avec tout ça, vous pensez aujourd'hui que vous avez eu des résultats probants et que Marriott se porte bien avec tout ce que vous avez Oui. On se porte très bien avec ça. Voilà, donc voilà pour un cas pratique. Merci Madame Solage, on peut toujours l'applaudir. Et là, Marilyn Thomas va faire le même exercice, le même effort de respecter ces 6 minutes. Voilà, elle vient nous parler de Better Work. Un cas pratique. Pour gérer le temps, il faut que la présentation soit prête. Technicien, s'il vous plaît, les images. Est-ce qu'on ne peut pas commencer déjà avec ce qui est devant vous et puis le technicien va vous rattraper? Oui, on peut le faire. Voilà, ça vient. Et on y va. OK, merci de mettre en mode slideshow pour que le public puisse bien voir. Donc, je vais parler aujourd'hui, j'ai brièvement expliqué ce qu'était le programme Better Work et ma présentation aujourd'hui, en termes de cas pratiques, va s'accentuer sur le développement des chaînes de valeur pour la création d'emplois. Donc, c'est quoi le programme Better Work? C'est un partenariat entre l'OIT, l'Organisation internationale du travail, et la Société financière internationale, qui est la branche du groupe Banque mondiale qui s'occupe de l'investissement dans le secteur privé. Nous travaillons aussi avec des partenaires tels que les acheteurs internationaux, le gouvernement, les organisations de travailleurs et les organisations d'employeurs. Par exemple, lorsque j'ai mentionné les acheteurs, alors nous travaillons dans 8 pays, en Haïti, au Nicaragua, en Jordanie, en Éthiopie, au Bangladesh, au Cambodge, en Indonésie, au Vietnam, particulièrement parce que nous évoluons surtout dans l'industrie du textile et de l'habillement. Donc ces pays sont justement des pays où est-ce qu'il y a une industrie du textile et de l'habillement qui est assez forte. En termes de partenaires acheteurs, nous travaillons avec les plus grandes marques internationales. Au total, nous en avons une 60aine. Donc, sur le tableau ici, on donne quelques exemples. Certains noms qui sont sûrement connus pour vous, comme Levi's, Gap, Target, Walmart, etc. Okay? Et c'est important pour nous de travailler avec les acheteurs internationaux parce que lorsqu'on parle d'entreprise rentable, très souvent on oublie qu'on crée une entreprise pour répondre à une demande. Et justement, l'industrie textile et de l'habillement en Haïti, elle est là, elle se concentre particulièrement sur une demande à l'international et Better Work fait le lien justement avec cette demande pour répondre à un besoin particulier. Donc, que fait Better Work en Haïti? L'objectif du programme est d'améliorer les conditions de travail et la compétitivité de l'industrie textile haïtienne en vue de contribuer au développement socio-économique du pays. On a particulièrement 3 domaines d'intérêt. D'abord, continuer à aider les usines de l'amélioration de la conformité en collaboration avec les partenaires. Lorsque nous parlons de conformité ici, nous parlons des normes de travail. C'est pour ça que parmi les services que nous offrons, il y a justement l'audit social, parce qu'on parle souvent d'investissement, de recherche de financement, on parle d'audit financier, mais c'est important lorsqu'on a un grand projet d'entreprise de voir comment on se porte socialement par rapport aux normes de travail qui existent, est-ce qu'on les respecte et quel est notre niveau de performance en termes de normes sociales. On a aussi pour objectif de contribuer à la maturité des relations industrielles et d'intensifier le dialogue social. Et enfin, une collaboration plus étroite pour supporter le renforcement des capacités des mandants. J'avais dit que les mandants, c'était les acheteurs internationaux, mais aussi, mais surtout au niveau local, le gouvernement haïtien, les associations d'employeurs, notamment l'ADI, l'Association des industries d'Haïti, et les associations de travailleurs, donc tous les syndicats qui sont présents dans le secteur.
Maintenant, puisqu'on parle de cas pratiques, je vais vous présenter quelques chiffres sur l'industrie. L'industrie textile actuellement représente 1 milliard de dollars en termes de valeur d'exportation. C'est 90% de nos exportations. On parle de créer des entreprises rentables. Actuellement, c'est un peu risqué d'avoir 90% de ces exportations concentrées dans un seul secteur. Donc, il faut penser vraiment comment est-ce qu'on va diversifier le portefeuille. Mais je vais me concentrer sur l'expérience du secteur textile. On a 7 zones franches, il y a 35 usines exportatrices, pratiquement tout le secteur qui exporte sont enregistrés avec le programme Better Work, et ça représente 55 000 emplois formels, dont 65% de femmes. J'avais dit que nous travaillons avec une soixantaine de clients à l'international, mais au niveau d'Haïti, particulièrement, nous avons 28 partenaires, dont les clients, les marques internationales qui produisent en Haïti. Quand j'avais fait mon introduction tout à l'heure, j'avais parlé d'une information qui était importante pour la rentabilité des entreprises, c'était l'état des conditions de travail. Parce qu'au niveau de Better Work, nous croyons que offrir de bonnes conditions de travail aux employés de votre entreprise ne doit pas être nécessairement mis de côté pour investir dans la compétitivité. Et il y a, justement, lorsque nous avons lancé le programme Better Work en Haïti depuis 10 ans, on avait commencé à faire une étude d'impact. Et justement, je vais vous parler des résultats de l'étude d'impact. Mais puisque nous parlons de création d'emplois, je veux quand même présenter quelques chiffres qui expliquent la progression des emplois au niveau du secteur textile et pourquoi justement cette filière est souvent répétée lorsqu'on parle de priorité du gouvernement en termes d'appui à l'investissement. Donc en 2014, par exemple, on était à 35 000 emplois et sur les 5 dernières années, on est arrivé, là j'ai mis les chiffres de 2018, mais la dernière fois qu'on a évalué, c'était environ 55 000. Donc c'est une industrie qui croît et jusqu'à présent, chaque année, on a pu augmenter de 5 000 emplois. Il n'y a pas d'autres secteurs, à ce que je sache, dans les statistiques disponibles, qui créent régulièrement d'année en année 5 000 emplois. Maintenant... 5 minutes. Vous pouvez avancer, s'il vous plaît? OK? En termes d'impact, parce que, justement, la question des conditions de travail est un élément clé qui, justement, explique cette création d'emplois. Les acheteurs internationaux, lorsqu'ils veulent placer une commande en Haïti, ne s'intéressent pas seulement à savoir est-ce que vous avez la capacité de produire, est-ce que vous avez la capacité de fournir la qualité, ils s'intéressent aussi à savoir comment est-ce que vous gérez le personnel. Et en termes, justement, l'étude d'impact nous a permis de confirmer que de meilleures conditions de travail contribuent à l'augmentation de la productivité. Alors, très souvent, on le dit en théorie, mais est-ce que c'est vrai? Comment est-ce qu'on a pu le vérifier? Et l'étude d'impact que nous avons réalisée, qui a été faite avec l'Université Tufts des États-Unis, a permis de confirmer qu'une usine qui investit dans les conditions de travail, en tout cas celles qui sont enregistrées avec le programme Better Work, ont pu voir une augmentation de 25% du ratio de rentabilité à partir de la 5e année. Et pour un investisseur, c'est important parce que lorsqu'on dit justement qu'il faut investir dans les conditions de travail, il faut offrir des salaires qui sont au moins conformes à ce que la loi demande, offrir un meilleur environnement de travail, donner les formations qu'il faut, on voit toujours ça comme un coût. Alors que, justement, lorsqu'on investit là-dedans, nous avons pu confirmer qu'au bout de la 5e année, ce n'est pas un pari sur le court terme, c'est un pari sur le long terme parce qu'on parle d'au bout de la 5e année, on peut voir une augmentation de 25% du ratio de rentabilité. Autre chose qui s'accompagne aussi de l'augmentation du ratio de rentabilité, c'est l'augmentation au niveau des commandes. Parce que, justement, puisqu'il y a une amélioration continue sur les années, eh bien, les clients avec lesquels vous êtes engagés vous fournissent plus de commandes d'année en année. Et ça fournit ce qui donne une stabilité au niveau de l'entreprise. On parlait de la formation. Beaucoup des intervenants tout à l'heure ont parlé du manque de formation des ressources humaines. Et justement, un des cas pratiques que nous avons identifiés, c'était d'offrir de la formation aux femmes pour devenir superviseurs. Parce que il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans ce secteur, mais la plupart des postes de superviseurs sont actuellement occupés par des hommes. Eh bien, l'étude d'impact a permis de confirmer que offrir une formation aux techniques d'encadrement, surtout aux femmes, augmente la productivité de 22%. 8 minutes.
Merci. Technique, on y va. Je crois que c'est le dernier slide, j'espère. OK? Alors, j'ai parlé tout à l'heure des impacts sociaux à l'intérieur de l'entreprise, mais l'impact social est aussi à l'extérieur de l'entreprise. Par exemple, lorsqu'on offre de bonnes conditions de travail, le docteur Laroche tout à l'heure parlait de la santé. Et justement, lorsqu'on se conforme minimum, on se conforme aux exigences du Code du travail sur l'accès aux soins de santé, eh bien, il y a des bénéfices pour la communauté. Par exemple, les baisses des cas de malnutrition. Un ouvrier qui ne mange pas bien, alors c'est même pas juste un ouvrier, n'importe quel travailleur qui ne mange pas bien ne peut pas être productif. Okay? Donc, baisse de cas de malnutrition, augmentation de l'accès aux soins de santé, notamment liés à la maternité, et la diminution du taux de travailleurs déclarant que leurs enfants ne vont pas à l'école en raison de contraintes financières. Ce dernier point-là, j'insiste là-dessus, parce que si on veut une société où est-ce qu'on veut créer de la croissance et créer plus d'emplois, on doit penser à offrir des opportunités aux gens de demain. On a des gens qui sont ouvriers aujourd'hui, mais ils n'aspirent pas nécessairement à ce que leurs enfants deviennent des ouvriers aussi. Donc, justement, créer des opportunités pour qu'ils puissent envoyer leurs enfants à l'école et passer à un autre niveau, ça, c'est vraiment important. Et l'amélioration des conditions de travail dans les entreprises est justement à la base de la diminution du taux de travailleurs qui ne peuvent pas aller envoyer leurs enfants à l'école. En conclusion? Oui, il le faut, ça fait 10 minutes. OK, merci. Alors, en termes de... Alors, on a parlé de défis. Tu peux avancer? OK, donc, les défis, c'est l'absence de politique industrielle. Le ministère du Commerce a parlé de filières. Mais est-ce qu'il y a une politique pour chaque secteur? Pour le secteur textile, il n'y a pas une politique pour le développement de cette filière. Il y a l'instabilité politique que nous connaissons, la législation du travail qui est dépassée, le manque de formation des travailleurs, le manque d'infrastructures et bien sûr la compétition à l'international. Lorsque vous voulez faire affaire avec des compagnies internationales, si aujourd'hui vous ne pouvez pas délivrer, le client, il va voir en République dominicaine, il va voir dans d'autres pays qu'est-ce qui est offert. Pourtant, il y a des opportunités. L'ambassade américaine l'a mentionné, les accords de libre-échange comme la loi HOPE, la proximité géographique avec un marché important que représentent les États-Unis. Et bien sûr, on peut produire des produits à plus forte valeur ajoutée et étendre la chaîne de valeur. Donc, je vais insister seulement sur les deux derniers, comme je n'ai pas beaucoup de temps. Tu n'as plus de temps, c'est ça la chose. Je n'ai plus de temps, merci. Lorsqu'on parle des opportunités d'expansion de la chaîne de valeur, pour le moment, dans l'industrie textile, on se limite à la manufacture. Alors qu'il y a des opportunités au niveau de textile, tout ce qui est, par exemple, production de tissus. Il y a des opportunités aussi au niveau de ce qu'on appelle le merchandising. On va voir ça tout à l'heure. Mais en termes de produits à plus forte valeur ajoutée, est-ce qu'on va continuer à produire en majorité ce qu'on appelle les basic shirts, les maillots simples, ou bien est-ce qu'on va rentrer dans la production de costumes, d'accessoires, de sacs à main, de chaussures, etc. Donc tout ça, c'est un secteur où est-ce qu'il y a déjà des préférences, il y a déjà une habitude, il y a déjà des programmes en cours pour les accompagner, mais on ne communique pas ces informations de tout ce qu'il y a comme autre opportunité pour d'autres types de produits. Il y a les intrants aussi au niveau local. Pour le moment, l'industrie textile, tout ce qu'elle rentre dans sa production est importé. Les tissus sont importés, les boutons sont importés, les fils sont importés, les fermetures, même les produits d'emballage sont importés. Donc, qui est-ce qui va venir aujourd'hui avec un projet pour dire je vais produire des sachets, je vais produire des cintres, je vais produire des étiquettes, je vais me spécialiser dans l'impression. Donc, il y a déjà, comme j'ai dit, des clients qui sont prêts à absorber cette demande. Maintenant, en termes d'emploi, lorsqu'on parle de secteur textile, on voit tout de suite les ouvriers. Et ce qui est important, c'est qu'on doit savoir qu'il y a d'autres types d'emplois qui existent. Dernier slide, s'il vous plaît, technique. Voilà. Je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau de la technique. Ils ont un petit peu... Bon, si tu peux... OK, tu peux rester là. Merci. Au niveau des emplois, dans le textile, par exemple, si je parle de textile, il y a des emplois comme les techniciens de laboratoire, les chimistes, les ingénieurs, bien sûr l'administration, les ingénieurs industriels, les techniciens en génie industriel, les chefs de production, les responsables de maintenance, la mécanique, les spécialistes en audit, qualité,
les acheteurs, les responsables de stock, les gens au niveau de la logistique. Donc tout ça, ce sont des emplois pour lesquels on n'a pas vraiment de vision en termes de développement de compétences, alors que ces emplois existent. Et ce que vous allez voir sur le graphe ici, le premier graphe vous montre la proportion des emplois. Actuellement, le premier graphe au niveau jaune, c'est l'ensemble des emplois. Dans les 55 000 emplois, 90% ce sont des emplois d'ouvriers de la manufacture. On a 10%, environ 5 000 emplois qui sont occupés par ce qui représente les postes d'encadrement, administrateurs, managers de production, superviseurs, etc. Tout ce qui est superviseur et plus, ce sont les 10%. Lorsque vous avancez, maintenant quand je prends les 10% d'emplois qualifiés et que je les divise, combien sont occupés par des Haïtiens? Et là, vous allez voir que la grande majorité de ces postes qualifiés sont occupés par des étrangers. Parce que justement, si je prends l'exemple d'un projet comme le parc industriel de Caracol, qui crée actuellement près de 12 000 emplois, combien d'écoles dans la zone de Caracol produisent des ingénieurs industriels, des techniciens en qualité, des gens qui peuvent faire de la logistique, qui comprennent c'est quoi le merchandising, etc. Et c'est justement ici qu'on parle de création d'emplois. Le potentiel est là, mais inexploité, parce que justement, le plus grand centre universitaire dans la zone, l'Université de Limonade, si vous allez sur leur site, vous allez voir qu'ils ont des filières en agronomie, ils ont les sciences infirmières, ils ont... Je ne me rappelle pas tous les secteurs, mais il n'y a rien qui est là justement pour combler cette demande de travailleurs qualifiés pour le parc industriel. Voilà. J'ai été assez gentil. Je crois qu'il faut remercier le public. Merci. Alors, je veux juste dire pour vous remercier que je vous invite à explorer les opportunités qui existent dans l'industrie textile et surtout à mettre l'humain au cœur du développement. On pense, oui, investissement, financement, infrastructure, mais comment est-ce qu'on va créer de meilleurs emplois pour les personnes qui travaillent dans ce secteur afin qu'ils puissent aider leurs enfants, leurs familles et leurs communautés. Voilà. Yes. Merci Marilyn Thomas, merci Edwidge Solage de Better Work et de Marriott respectivement. Là, j'ai dû faire appel à mon côté journaliste pour m'être fait à l'interview parce que sinon, ça allait prendre encore 10 minutes. Merci à vous. Je vais donc appeler un autre journaliste. On était ensemble ce matin au micro, mais on va être ensemble là sur le stage de Caribé. Je vais appeler Wendell Théodore tout de suite pour le prochain panel. Wendell Théodore qui va modérer ce panel. Et pour ce panel, il y aura Paul-Antoine Bien-Aimé pour l'Université d'État d'Haïti. Il y aura Simon Vallet et Martino Israël, j'espère qu'ils sont là, pour EPSJA, EPSJA, ouais, je peux dire ça ainsi. Il y aura Dr Jacques Abraham pour ISTEA, et pour l'INFP, c'est William Savary, économiste, pour le Collège 4 Pressoir, Guy Etienne. J'appelle donc ces panélistes à prendre place, alors que Wendell Théodore, lui, arrive sur le stage pour modérer ce panel. Merci au panélistes. J'ai cru voir William Savary, oui, il est là. Je vois aussi, pour l'entendre bien aimé, Monsieur Théodore, prenez place. Voilà. C'est toujours bon d'être à deux. On le fait derrière le micro tous les matins, et on le fait encore aujourd'hui au Caribé. Le panéliste qui s'amène, Paul-Antoine Bien-Aimé pour l'UEH, Simon Vallet et Martino Israël, j'espère, voilà, ils sont là, pour EPSJA, ISTEA est représenté par le Dr Jacques Abraham, j'espère qu'il est là, et puis William Savary pour 4 Pressoir, il est là, oui, il arrive, et Guy Etienne, que je ne vois pas, pour 4 Pressoir, il devrait être là, non, je ne le vois pas dans la salle. Donc, 4 Pressoir qui a raté le rendez-vous. Mesdames et messieurs, troisième panel. La question, c'est comment aligner les programmes de formation avec les besoins du marché de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Madame Thomas vient juste d'en parler. Il faut pouvoir adapter les formations selon les besoins du marché. Formation, orientation professionnelle et accès au stage. Voilà pour la troisième table ronde. Wendell Théodore, c'est à vous. Merci, collègue. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'avoir fait le déplacement. C'est un privilège pour moi d'être avec vous aujourd'hui à titre de modérateur de ce panel. Heureusement pour moi, ils ne sont pas légion. Le travail ne sera pas aussi rude qu'il a été pour mon ami et collaborateur, celui qui m'a précédé, Stanley Figaro. Ils ne sont pas nombreux, ils sont que 5. Ça ne veut pas dire que j'apprécie ou encore je suis content que les autres ont
brillent par leur absence, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est toujours quand même dur d'avoir à jouer le rôle de modérateur après deux panels. Donc les gens peuvent être fatigués et moi j'aurai le privilège de les bousculer un tout petit peu sans le vouloir pour qu'ils restent éveillés, surtout si la fatigue s'en mêle. Encore une fois, c'est un privilège pour moi, comme je l'ai dit tantôt. Merci aux organisateurs. Forum des opportunités de croissance par l'emploi, l'entrepreneuriat et la formation. Nous constatons tout le temps des jeunes qui se disent diplômés, qui affirment avoir reçu une certaine information, mais se voient obligés de circuler, d'aller de porte en porte à la recherche d'un emploi. Ils ont toujours leur enveloppe jaune, leur cartable, mais n'arrivent pas à trouver de l'emploi. Et souvent, on se pose certaines questions. Est-ce que c'est la formation qu'ils reçoivent qui ne sont pas toujours adaptées avec le marché de l'emploi, ou bien est-ce qu'ils ne sont pas suffisamment formés pour trouver de l'emploi? Eh bien, aujourd'hui, la problématique est adressée, le problème va être adressé, d'autant que nous n'avons que des responsables bien formés et des responsables surtout d'entreprises qui sont avec nous aujourd'hui. Et sans tarder, permettez, si je ne respire pas et je parle comme un Jaco répète entre guillemets, et permettez que je salue les panélistes qui sont ici avec nous, Paul-Antoine Bien-Aimé de l'Université d'État, Simon Vallet et Martino Israël de l'EPSIA, le docteur Jacques Abraham de l'ISTEA et William Savary de l'INFP, le professeur Guy Etienne est absent. Et sans tarder, mesdames et messieurs, formation, orientation professionnelle et accès au stage, comment aligner les programmes de formation avec les besoins du marché de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Sans tarder, j'invite Paul-Antoine Bien-Aimé à prendre la parole. Merci. Je représente donc l'Université d'État d'Haïti. L'alignement de la formation avec les besoins du marché du travail fait face à 3 difficultés qu'il convient de signaler d'entrée de jeu. Première difficulté, il n'y a pas d'interaction entre les professionnels qui sont sur le marché du travail et les lieux de formation. On sait, par exemple, qu'en Amérique du Nord, les regroupements professionnels participent à l'accréditation des programmes de formation parce que eux connaissent les difficultés, l'évolution des champs de pratique. Mais ce lien n'existe pas. Dans l'enseignement supérieur en général en Haïti, mais aussi à l'Université d'État. Deuxième difficulté, il n'existe pas un mécanisme ou des mécanismes permanents et connus capables d'observer l'évolution du marché du travail. Parce que pour que les universités soient informées, il faut qu'il y ait des mécanismes qui suivent cette évolution. Dans beaucoup de pays, il y a des observatoires des métiers, des observatoires de l'emploi, des observatoires capables d'indiquer les tendances, l'évolution du marché du travail. On n'a pas ça en Haïti. Et dernière difficulté, pas des moindres, il n'existe pas d'indication précise, facilement opérationnalisable, relative au développement
socio-économiques du pays. Parce que quand on parle des besoins du marché du travail, il s'agit non seulement des besoins actuels, mais aussi des besoins futurs. On n'a pas d'indication que l'on pourrait facilement opérationnaliser en termes de profil de compétences, profil de poste, etc. Après avoir signalé ces trois difficultés, je présente rapidement, de façon très sommaire, 3 points. Le premier concerne la nécessité d'une diversification de l'offre de formation. La deuxième concerne la mise en place au sein de l'Université d'État de mécanismes permanents d'évaluation et de révision des programmes, car quand on parle d'alignement, il ne s'agit pas seulement d'alignement quantitatif, de combien de postes sont disponibles, mais aussi d'alignement qualitatif. Quelles sont les compétences particulières à développer au niveau de la formation pour rencontrer les exigences actuelles et futures du marché du travail. Et puisque c'est dans le titre de ce panel, le troisième point qui sera évoqué est celui des stages. Le premier point, la diversification de l'offre de formation. L'Université d'État reçoit annuellement environ 5000 étudiants sur les 40 000 ou 50 000 inscrits. 1 minute, professeur. 1 minute. Pas beaucoup, nous ne sommes pas aussi nombreux. Donc, je pense que la nécessité de diversifier l'offre de formation, et il y a plusieurs interventions qui ont souligné cette nécessité, la nécessité de diversifier l'offre de formation saute aux yeux. Voilà pourquoi, en plus de quelques programmes de formation courte qui existent déjà à l'université, et une réflexion est engagée pour offrir des formations courtes de 2 ans, type BTS, pour ceux qui sont habitués avec l'espace francophone, ou le type diplôme de Community College, pour ceux qui sont plus familiarisés avec l'Amérique du Nord. Donc ça, c'est la première démarche que l'université a engagée. Maintenant, en ce qui concerne l'amélioration, l'évaluation et la révision des programmes de formation, il y a une université comme la faculté d'agronomie qui a une longue pratique à ce sujet. La faculté de médecine elle-même est actuellement en plein processus de révision d'évaluation parce qu'elle recherche l'accréditation internationale. D'autres facultés ont engagé ce processus, mais le plan stratégique et les états généraux de l'éducation, les états généraux de l'Université d'État ont présenté ça comme une résolution importante. Il faut maintenant procéder à la mise en place de mécanismes permanents d'actualisation des programmes. Merci. Et puis pour les stages, je termine. Pour les stages, en ce qui concerne les stages, donc la relation avec le milieu du travail au cours de la formation, la direction de la vie étudiante a engagé une réflexion extrêmement importante là-dessus et le directeur est présent, vous pourrez l'interroger à ce sujet. Mais j'aimerais pour finir parler de ce qui se met en place
avec la Fédération nationale des maires d'Haïti. La Fédération nationale des maires d'Haïti, dans le but d'institutionnaliser la réalité municipale, est en train de réfléchir à la définition des métiers territoriaux, dans le but aussi de mettre en place une fonction publique territoriale. Dans le cadre de protocole existant avec l'Université d'État, une enquête est maintenant en cours dans toutes les mairies pour identifier les principaux métiers territoriaux. Et des stages d'étudiants auront lieu dans la plupart de ces mairies. Donc, au niveau de l'Université d'État, nous sommes conscients qu'il faut effectuer cet alignement. Il y a des difficultés, mais nous avançons de plein pied. On avait prévu 3 minutes, professeur, mais là, on a boulé 8 minutes, et ça va être 5 minutes de plus. Vous l'applaudissez encore une fois, s'il vous plaît. Merci. Et sans tarder, on accueille ces deux intervenants, les deux font la paire. Il s'agit de Simon Vallet et Martino Israël, de l'EPSJA ou l'EPSIA L'EPSJA, ok. C'est un centre de formation professionnelle. Voilà. En tout cas, les deux font la paire. Bien sûr, vous n'allez pas avoir 8 minutes, mais au moins 3 minutes chacun. Ce sera très bien. Merci. Merci. Merci, monsieur Wendel. Bonjour à tous. Je suis très content d'être là, notamment après le panel que nous avons eu juste avant, où des entrepreneurs, notamment monsieur Karl Darbouze, monsieur Larson Henry et monsieur Cœur Jean-Charles, nous demandaient d'adapter la formation professionnelle aux besoins du marché. Donc c'était vraiment déjà une question qui finalement introduisait notre panel. Alors merci et voilà, j'espère qu'on pourra aller loin dans cette question essentielle. Donc, je suis le directeur de l'école professionnelle Saint-Joseph Artisan, qui est une école de formation professionnelle qui a été fondée en 2011 à Canapé-Vert, à Sainte-Marie, Canapé-Vert, donc c'est pas très loin d'ici, et qui a pour objectif, pour vision, de faire de la formation professionnelle, je dirais, un levier pour le développement d'Haïti. On disait, voilà, il faut aligner la formation professionnelle aux besoins. Et finalement, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'en Haïti, il y a un grand besoin de développement, un grand besoin de reconstruction qui est toujours présent malgré les efforts qui ont été faits. Et donc, finalement, il y a vraiment besoin de former des techniciens pour la reconstruction, pour le développement d'Haïti. Voilà. Alors, notre école œuvre dans cette formation-là, la formation au métier de la construction. Je pense qu'on peut afficher un slide, si c'est possible, une diapositive sur l'école pour mieux vous la présenter. On forme à l'électricité du bâtiment et à l'électricité solaire, la réfrigération, la climatisation, la plomberie avec le traitement d'eau, j'y reviendrai, et également au métier des réseaux informatiques. Et ces 4 formations sont des formations certifiées INFP. C'est une formation accélérée en 1 an, mais qui comporte quand même les 900 heures de cours nécessaires à former un bon technicien. Et pour nous, un bon technicien, c'est pas seulement quelqu'un de compétent, mais c'est bien un homme ou une femme adulte responsable. Et je vais laisser la parole à monsieur Martino Israël, qui est responsable d'orientation et placement, pour vous dire ce qu'on entend derrière cela et qu'est-ce qu'on met en place pour former ces techniciens honnêtes et compétents. Bonjour à tous et je salue tout le monde sur le panel et tous ceux qui nous regardent et écoutent. Donc, je suis Martino Israël, responsable d'orientation à l'école professionnelle Saint-Joseph Artisan. Donc, ce que nous mettons en place pour pouvoir amener des bons techniciens aux entreprises, c'est ça axé sur la discipline. Et comment ça commence pour nous autres? Donc, la discipline, c'est pas seulement de venir à l'école en plein temps, mais ça commence dès l'arrivée aux enceintes de l'école. Par exemple, si un jeune qui vient à l'école après 8h05, il est d'abord en retard et ensuite compté absent. Et une fois absent pour la première fois, une fois absent pour la deuxième fois, la troisième fois, c'est l'exclusion. Il n'y a pas d'injustice dans ça? Non.
Et pourtant, ça porte beaucoup de fruits. Parce que les entreprises qui nous ont accueillis, qui nous ont pris, par exemple, les entreprises qui accueillent nos étudiants ou nos finissants, ils en témoignent. Ils sont toujours à l'heure, ils sont toujours bien au travail. Donc, du coup, on met l'accent sur l'humain, on met l'accent sur l'homme. Ce n'est pas seulement la technique chez nous, c'est aussi la capacité de permettre à l'élève ou l'étudiant de devenir un homme. Donc, voilà, comme le disait M. Martineau, c'est une formation intégrale, donc une formation humaine. On forme d'abord, avant tout, l'homme à être un adulte responsable, ce qui demande quand même qu'il y ait un challenge quand on voit la façon dont on est éduqué dans la formation fondamentale, où on apprend par cœur et on récite des choses. Et malheureusement, dans l'entreprise, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et on est bien conscient que dans l'entreprise, il faut être quelqu'un d'autonome, quelqu'un qui va être capable d'apprendre par lui-même. Donc on forme d'abord à l'éthique, à la communication, effectivement à la bureautique aussi. Et en fait, toute la vie à l'école, on a aussi par exemple un parcours professionnel animé par Entrepreneurs du Monde, qui sera panéliste sur le panel d'après, pour justement former l'homme et former l'homme au marché de l'emploi. Voilà, et pas juste un technicien. Le technicien, c'est quelque chose de sûr, on forme très bien la technique, on met en place les moyens pour, mais il faut former l'homme avant tout, qu'il soit capable justement de s'adapter. L'accès au stage, comment ça se passe? Voilà, justement, donc l'insertion, parce que si on forme, c'est pas pour qu'ils aient juste une compétence de plus ou une attitude supplémentaire, mais c'est bien pour rentrer dans l'emploi. Et comment ça se passe chez nous? On a par exemple la Brana, ils viennent chez nous pour d'abord nous écouter et ensuite nous leur demandons quels sont leurs besoins. Là, c'est notre point fort parce qu'on va chez l'entreprise, on va vers les entreprises pour les écouter et aussi de nous adapter à leurs besoins. Mais ça, là, c'est la Brana qui met vers vous, non? Bon, c'est tout un travail parce que moi, c'est mon rôle d'aller dans un premier temps vers les entreprises et aussi ce qui est primordial pour nous autres, c'est les inviter à venir chez nous, de voir comment ça se passe et au retour, s'ils se sentent satisfaits, ils vont revenir vers nous. Donc ça, c'est la démarche. Merci infiniment. Je rajouterai juste une chose, c'est que cette démarche, mais peut-être on y reviendra ensuite sur les thèmes, cette démarche nous permet d'avoir 65% des élèves qui sont dans l'emploi, en stage, en emploi ou en auto-entrepreneur, disons, qui ont leur propre activité. 65%, c'est encore une fois pas suffisant, on aimerait avoir 100%, et on a développé au sein de l'école une école entreprise qui est capable, elle, de prendre des chantiers comme une entreprise. Alors forcément, elle ne va pas concurrencer des grandes entreprises, elle va prendre des chantiers à sa taille, et elle va mettre sur ces chantiers des diplômés de l'école pour continuer à les former, des diplômés qui ne sont justement pas dans l'emploi. S'ils ne sont pas dans l'emploi, c'est peut-être que leur formation a encore besoin de se faire, peut-être qu'ils ont besoin de gagner en maturité. Et dans cette école d'entreprise, on va continuer cette formation pour se les faire arracher finalement par les entreprises. Merci, merci Simon Vallet et Martino Israël. Je l'ai dit tantôt, les deux font la paire. Vous les applaudissez s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Passe maintenant au docteur Abraham, Jacques Abraham. Alors, pour bien exploiter mes 3 minutes, je voudrais commencer avec les slides, s'il vous plaît. Alors, je suis Jacques Abraham, je représente l'Institut des sciences, des technologies et des études avancées d'Haïti. Mon intervention, disons, a 2 parties fondamentales. Un, je vais essayer de problématiser, disons, pour pouvoir répondre à la question posée, comment aligner la formation. Et ensuite, par rapport à cette problématique, je vais, disons, présenter le programme de formation, disons, que notre institution ISTEA offre, jusqu'à présent, je ne vois pas de slide, offre, disons, par rapport à cette problématique. Disons, la première chose qu'il faut dire, dans un ouvrage collectif
Malheureusement, je ne vois pas le... Je fais confiance au docteur. Je sais que le docteur peut aller sans la projection. On y va, docteur. Donc, dans un ouvrage collectif, disons, publié par le GRAN, GRAN, c'est Groupe de réflexion et d'action pour une Haïti nouvelle. GRAN a fait valoir 11... Alors, Samuel Pierre a fait valoir 11 grands défis dont fait face le pays. Le premier grand défi... Émile, disons, ce matin avait fait allusion à ce défi. Et, disons, il y a pas mal de panélistes qui ont fait allusion à ce défi. C'est l'incapacité de l'économie à créer de la richesse. Ensuite, la sous-éducation chronique de la population, le taux de chômage élevé chez les jeunes, puis inaccessibilité aux soins de santé de base, affaiblissement de l'État, dégradation considérable de l'environnement, appauvrissement continu de la population, dépendance totale envers l'extérieur, exode des cerveaux, exclusion sociale, réduction considérable de la souveraineté de l'État. Donc, parmi ces 11 défis, il y en a 2 fondamentales qui expliquent, disons, la présence de l'ISTEA, disons, à ce forum des opportunités. Et s'il vous plaît, je prends un slide d'indice, indice sur formation matérielle et logicielle. Il y a une étude, disons, qui est en train de réaliser par un étudiant de l'ISTEA en doctorat, dans un programme de formation à distance et e-learning. Les premiers résultats de cette étude montrent que parmi les 174 centres de formation professionnelle et technique, disons, sur lesquels ils ont servi pour mener, disons, cette étude, plus de 60% de ces centres ont un problème de formation de leur personnel d'enseignants. Et ces centres-là n'ont pas de matériel, équipement, etc. Et de logiciels appropriés par rapport aux besoins de l'emploi. Et c'est extrêmement, disons, important. Deuxième indice, disons, révélé par cette étude réalisée par Ronnie François dans le cadre de sa thèse de doctorat, c'est un indice qui concerne les nouvelles configurations du marché de l'emploi. C'est-à-dire, le marché de l'emploi, disons, est en train de se transformer alors que la majorité des centres de formation ne s'en aperçoivent même pas. Peut-être, disons, parmi les centres... Dès lors, par rapport à ça, donc, nous avons dit que il faut tout de suite créer un pont entre la science, disons, politique et entreprise. C'est-à-dire entre l'université, les entreprises et l'État. On ne peut pas, disons, former en dehors des besoins, disons, de l'entreprise, comme la majorité des intervenants, disons, l'ont souligné. Par rapport à ça, l'ISTEA offre, disons, 2 programmes de formation. L'ISTEA offre 2 programmes de formation technique, 2 programmes d'études de formation technique. Un diplôme d'études supérieures spécialisées DESS de 30 crédits et une maîtrise professionnelle de 60 crédits. À remarquer que l'ISTEA n'évolue pas au premier cycle. Nous formons des gens pour la maîtrise et le doctorat. Ensuite, quels sont les objectifs, disons, de ces programmes de formation? Pour le programme de formation de DESS, voici les différents objectifs, disons. Ensuite, quelle est la structure de ce programme de DESS qu'il faut dire, c'est le programme d'études supérieures spécialisées requiert de compléter avec succès 30 crédits de cours, c'est-à-dire 15 crédits de cours du tronc commun et 15 crédits de cours spécialisés. Ensuite, quel est l'objectif du programme de maîtrise quels sont les objectifs? Voici les différents objectifs. Évidemment, je n'ai pas besoin de lire ces objectifs pour vous. Je vais insister sur un élément important, c'est la structure du programme. La structure du programme, c'est que c'est 15 crédits du cours de tronc commun, 15 crédits de cours spécialisés, ce qui voudrait dire qu'il faut avoir un DESS, disons, pour avoir accès, disons, à la maîtrise, et ensuite 30 crédits attribués à la réalisation d'un projet ou d'un stage à la rédaction d'un rapport. Donc,
Maintenant, rapidement, quelques cours, c'est juste quelques cours parce que vous allez sur le site, vous allez voir tout ça. Quelques cours, c'est processus d'apprentissage des savoirs professionnels. En fait, il y a une façon d'enseigner les savoirs professionnels. C'est pas comme n'importe quel enseignement qu'on fait. Je vous prends un exemple simple. Les cours obligatoires, professeur, s'il vous plaît. Pardon? Les cours obligatoires. Les cours obligatoires, oui, je veux. Oui. Donc, c'est pas comme n'importe quel sens on enseigne et puis ensuite, lorsqu'on évalue l'enfant, disons les professionnels, et puis après disons, le cycle d'année, on l'évalue. Non, on évalue pendant tout le processus pour savoir si ce professionnel-là a maîtrisé ou non, disons, les objectifs d'apprentissage. Ensuite, nous avons un stage, près de 1350 heures de travail. En stage, le stage peut se réaliser soit en Haïti ou bien soit à l'extérieur par rapport, disons, aux besoins, disons, du marché du travail. Maintenant, par rapport à cette problématique, l'étude révèle aussi qu'il y a une absence de politique publique en matière de formation professionnelle. Ce qui voudrait dire qu'il faut qu'il y ait une entente entre l'État, les entreprises et, quand je dis les entreprises publiques, et le secteur privé en ce qui a trait, disons, à la formation technique et professionnelle. 15 secondes. Si vous voulez voir tout ce que l'ISTE a fait, disons, en général, donc je vous donne la formation technique professionnelle, vous pouvez aller sur le site de www.istea.edu.ht. Je vous dis merci, Wendell, pour cette... Vous applaudissez le docteur, s'il vous plaît. J'accorde la parole, j'interromps les gens, mais je vous assure, chers amis, que je n'aurais pas aimé être à leur place. Avec nous, William Savary, l'économiste William Savary, et je rappelle le sujet en débat, le sujet en question, formation, orientation professionnelle et accès au stage. Comment aligner les programmes de formation avec les besoins du marché de l'emploi et de l'entrepreneuriat? William Savary. Merci Wendell, bonjour à tous et à toutes. Je vais exposer 6 points et ces 6 points vont me prendre exactement les 3 minutes. Bravo. Avant de commencer, je vous dis carrément que j'interviens ici au nom de l'INFP et au nom de Mme Magui Diosé, qui est la directrice générale, et fondamentalement en titre de consultant, mais je suis aussi l'un des membres fondateurs du Haitian Stock Exchange, qui est la société haïtienne de valeurs mobilières qui s'engage à lever des fonds pour le financement des entreprises. Bon, rapidement, la création d'emplois, l'intégration des ouvriers à l'intérieur d'un système, le financement d'un système, la formation professionnelle, tout ceci rentre dans un écosystème. Vous devez le voir comme faisant partie d'un écosystème qui dérive de la politique économique d'un pays. Et la formation professionnelle peut se faire ou pour former des gens pour avoir un métier et avoir un emploi, ou on peut former les gens pour avoir une influence civilisationnelle sur la société. Et lorsqu'on veut former des gens pour avoir un emploi, et là on crée des ouvriers, on crée des gens pour le besoin du marché. Et donc là, on est limité aux métiers qui existent dans le marché. Donc dans notre cas, nous savons que dans le secteur du textile, 90% de notre exportation sur $1 milliard viennent du textile. Donc il y a beaucoup d'emplois qui se créent au niveau du textile. Mais nous devons aussi tenir compte de ce que nous voulons pour que ce pays avance, c'est vraiment l'influence civilisationnelle de la formation. Et ceci, en dehors des métiers existants tels que le plumbing, l'électricité, la maçonnerie, la couture, etc., nous avons aussi les nouveaux métiers qui doivent être pris en compte. D'où le robotique, le coding, l'informatique, le logiciel, la transformation de l'énergie de hydrocarbures à l'énergie solaire, la transformation des automobiles qui fonctionnent à l'hydrocarbure, à l'électricité, à l'hydrogène. Donc, il y a tout ça, ce sont des nouveaux métiers qui rentrent dans le cadre de la formation et de la réflexion qui se fait aujourd'hui au niveau de l'INFP. Donc, nous voulons, et pour atteindre ces buts, ce que nous avons fait,
nous avons constitué, premièrement, un partenariat avec les frères salésiens où on possède à faire ce qu'on appelle la formation des formateurs, où des gens subissent des formations aiguës, pointues, et qui apprennent la maîtrise des nouveaux métiers, que eux autres, après avoir reçu leur formation, ils vont dans les autres écoles et former des gens. Nous avons également mis sur pied ce qu'on appelle les centres de formation d'excellence. Les centres de formation d'excellence constituent à la construction d'écoles professionnelles dans chaque département et avec des vocations. Donc pour le moment, nous avons commencé déjà l'école professionnelle de Okai. Nous avons une école professionnelle dont la propriété a été identifiée pour la construction à Saint-Marc. Il y a une école professionnelle dont le financement est aussi disponible à Trou-du-Nord. Donc il y a l'école JB Damien qui a subi des chocs au cours du tremblement de terre qui est sous reconstruction. Et il y a aussi l'école de Saint-Martin. Donc nous sommes très conscients du besoin qui existe et ce besoin, c'est un besoin national. Et maintenant, autre chose très importante, nous essayons de former des gens, non pas seulement pour le marché, mais aussi des gens des formations qui correspondent aux besoins du pays. Et dans cette idée, nous avons un partenariat avec l'Agence française de développement où nous avons des formations étendues sur les métiers de l'agriculture. Dans les métiers de l'agriculture, il y a aussi les métiers de la pêche. Et les métiers de l'agriculture ne se limitent pas à travailler la terre. Mais il y a aussi les métiers de l'irrigation, les métiers des tracteurs pour labourer les terres. Il y a les métiers de la pêche qui inclut la pisciculture, qui inclut le maintien des bateaux, qui inclut la réfrigération. Donc il y a une réflexion qui se fait où on crée un écosystème pour permettre à ce que, après la formation, les gens, au cas où il n'y aurait pas d'emploi, soient en mesure de créer leur propre emploi et devenir eux-mêmes des employeurs. Les minutes qui vous ont été imparties ont déjà été épuisées. Oui, mais voilà. C'est fini? Oui, c'est fini. Bravo. J'allais juste vous dire que je vous remercie de votre attention et qu'au niveau de l'UNFP, la réflexion se fait et on le fait de façon transformationnelle. Nous sommes en phase, apparemment. Merci. Merci, William Sabari. Et on va procéder de la même manière. On va permettre au public de poser quelques questions. Alors là, je vais devoir m'adresser au maître de cérémonie. Combien de personnes combien de questions on pourra prendre? Quatre questions. Alors là, est-ce que les hôtesses sont là? Si vous souhaitez effectivement poser des questions, cher public, essayez un peu de vous manifester. Ah, il y a quelqu'un déjà? Oui, à ma droite. À ma droite. À ma gauche aussi. Donc, il faut quelqu'un à droite et à gauche. OK. Une jeune dame à droite, une autre à gauche. Il faudra quand même une autre au centre. Oui, pour faire l'équilibre. On prend deux questions d'abord, OK? Alors, droite d'abord. Est-ce qu'il n'y a pas un autre micro? Oui. Alors, en attendant qu'on apporte le micro aux demandeurs. Oui, merci, bonjour à tout le monde et merci aux panélistes. C'est un point, c'est une table ronde extrêmement importante et d'autant plus que ça demande aussi, j'allais dire, de petites analyses encore plus poussées. Ce serait pas un petit peu plus gentil de nous dire qui... Ah ben oui, je suis Absalom Pierre, je représente un projet qui s'appelle AREA, Appui à la recherche et au développement agricole. Et on travaille avec 7 universités partenaires. Le projet fait pas mal de choses, mais moi-même, je suis responsable de travailler avec certaines facultés d'agronomie. Au niveau du pays, elles sont environ 7. Mais la question? Ben oui, la question maintenant, c'est cette question d'alignement de la formation aux besoins du marché et aussi de l'entrepreneuriat. Maintenant, je crois que je reste encore sur ma soif, dans la mesure que ça fait appel à une question qu'on appelle élaboration, développement ou évaluation du curriculum. Maintenant, je voudrais bien demander aux panélistes, est-ce qu'ils sont au courant que s'il y a au niveau du pays
j'allais dire, une institution d'enseignement supérieur qui a un mécanisme d'évaluation de leur programme. Et à ce moment-là, ça pourrait leur permettre d'ajuster dans le temps, je ne sais pas combien de temps, mais dans le temps d'ajuster leur programme par rapport aux besoins du marché, mais aussi à l'entrepreneuriat. Merci. Merci. On garde les réponses et on accueille une autre question. Monsieur, à ma droite. Je suis David Mathias, un professionnel dans le domaine de la finance et de l'administration. Alors ma question, c'est que dans son intervention, monsieur Bien-Aimé a évidemment parlé de l'alignement des programmes de formation par rapport aux besoins de marché. Mais alors il y a une autre question qui est tout aussi importante sur laquelle il est passé à pieds joints. C'est l'accréditation et la certification. En effet, quelle garantie que j'ai que le jeune qui se présente à la porte de mon entreprise pour un emploi, qu'il a suivi un curriculum adéquat, qu'il a la capacité, qu'il a les compétences nécessaires. Cette garantie, elle est quasi nulle parce que nous avons un déficit en termes d'accréditation et de certification. Alors, ma question, elle s'en vient tout de suite. Il y a un peu plus de 10 ans, je sais qu'au niveau du programme de la formation professionnelle, près 16-10 de la BID, il y avait une composante adressant la question de la certification et de l'accréditation. Alors, à quel point on en est avec ce processus? Et ma deuxième question, c'est concernant les stages. Et les stages, c'est important, mais moi je dis que le stage a de l'importance quand il a lieu dans un milieu normé. Or, pour avoir travaillé depuis longtemps comme consultant dans le domaine de l'administration et de la finance, certaines fois le stage c'est une promenade. Et les jeunes, ils n'apprennent vraiment rien dans le domaine pratique. Alors, au niveau de l'UEH, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui est déjà fait, qu'est-ce qui va être fait pour pouvoir s'assurer que les jeunes ils profitent réellement de leur stage. Merci. Maintenant, et qui se sent interpellé ou concerné par l'une des questions? Je réponds à aux deux questions rapidement. Au niveau du mécanisme d'évaluation, au niveau de l'INFP, nous avons un bureau qui s'occupe de l'évaluation des programmes. Donc ceci, au niveau de l'INFP, ceci se fait. Et aussi, au niveau de l'INFP, il y a ce qu'on appelle l'harmonisation des programmes au niveau régional, où les curriculums que nous avons adoptés, ce sont les mêmes curriculums qui sont adoptés dans la région de l'Amérique latine et de la Caraïbe. Donc il y a une certaine harmonisation. Le gars qui apprend son métier en Haïti est l'équivalent de celui qui l'aurait appris en Dominicanie ou au Panama. Merci. Oui, sur les programmes, sur l'élaboration, l'évaluation des programmes, effectivement, il y a une certification de l'INFP pour les programmes. Maintenant, je crois que c'est à la fois au centre et aux entreprises de réagir. Au centre professionnel, nous, par exemple, on ne s'arrête pas au programme de l'INFP parce que, effectivement, le programme, il met du temps à se mettre à jour quand même si l'INFP est moteur. Et il faut aller vers les entreprises pour savoir qu'est-ce qu'il y a besoin pour demain, pour les diplômés qui vont être là. L'énergie solaire, par exemple, si on prend la formation en électricité du bâtiment, une certification CAP ou BAP même en électricité du bâtiment, on n'a pas forcément une grosse emphase sur le solaire, alors que le solaire, on sait tous que c'est un grand besoin pour demain. Les plombiers aujourd'hui font de la plomberie sanitaire, c'est très bien, sauf que tous savent faire ça. Si on veut des plombiers qui soient prêts pour demain, il faut qu'ils soient capables de gérer des stations de potabilisation d'eau, des traitements de piscine, des choses comme ça. Donc, libre au centre professionnel de faire effectivement la partie certification, la partie dure et nécessaire pour avoir la certification et pour avoir le diplôme d'INFP, mais libre aussi au centre professionnel d'aller plus loin. Et d'aller plus loin avec les entreprises. Et là, je crois que c'est très important d'être ici aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'il y ait une réelle communication entre les entreprises et les centres. Alors nous, effectivement, avec M. Martineau, qui est responsable d'orientation et de placement, on essaie d'aller vers les entreprises, ce qui n'est pas toujours facile, parce que ce n'est pas toujours facile de vous contacter, on n'a pas les mêmes agendas, les choses comme ça, mais c'est important. Mais c'est aussi important que les entreprises viennent vers nous.
Voilà, une entreprise, elle peut très bien aller, et j'en entendais parler ce matin, créer une formation. C'est Madame de Betterwork, vous disiez, il faudrait que la formation existe au centre Lamentin, il faudrait qu'il y ait une formation qui soit adaptée. Allez les voir et demandez-leur de créer une formation pour vous. Et investissez aussi vous ou l'entreprise, excusez-moi, le centre Caracol, vos compétences pour avoir les bonnes ressources demain. Je discutais ce matin avec un entrepreneur qui fait de la reprographie, qui fait même bien d'autres choses. Il va chercher effectivement en République dominicaine des compétences dans les imprimantes, des imprimantes spécifiques. Effectivement, on n'a pas ça, on n'a pas de formation. Et l'INFP ne fera jamais une formation à l'imprimante Ricoh. Ça, c'est sûr. Mais par contre, on peut très bien travailler avec cet entrepreneur pour